Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé This is my story, une émission présentée par l'équipe de TFK et le studio Debs. Chaque 2 semaines, nous recevons un invité avec qui nous allons échanger sur son parcours, ses échecs, ses réussites, son mindset, mais surtout avec qui nous allons apprendre et grandir au fil des épisodes. Aujourd'hui, nous recevons Bénédicte Magin, entrepreneuse, directrice d'une maison d'édition et fondatrice du média et magazine Eva Magazine. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Kéric. Comment vas-tu? Écoute, ça va, très bien. Est-ce que ma présentation était correcte? Je l'ai trouvé même très... Light? C'est une jolie présentation, non? C'était très complet, parfait. Bon, super, en tout cas, c'est avec plaisir que je commence en fait l'aventure des podcasts filmés en fait avec toi. On se suit, on se connaît maintenant depuis un petit moment par rapport à nos activités respectives. Et si c'est arrivé maintenant, c'est que c'était le bon moment. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. C'est ça. Alors du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Bénédicte Magin. J'ai 33 ans. Et il y a 2 ans, 3 ans maintenant en fait, ça passe si vite, j'ai créé effectivement le magazine Eva. Donc c'est un magazine qui est dédié aux femmes de la Caraïbe. Et ça a vite découlé sur la création d'une maison d'édition parce que j'avais pas envie de faire que ça. J'avais d'autres projets en fait dans le secteur des médias. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que je fais. Super. Et en plus, c'est un jour un peu particulier puisque pas mal de choses à faire. Au moment où on parle et au moment où ça sortira, il y aura un petit décalage. Mais dans 2 jours, tu as un gros event pour la 2e année, donc la journée de la femme. Donc, tu organises quelque chose avec Eva. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est ça. Alors, c'est vraiment l'événement annuel pour moi parce que, comme tu l'as dit, c'est le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Donc, ça a énormément d'impact au niveau mondial. Et ça fait sens, en fait, pour un magazine féminin moderne, j'ai envie de dire, parce qu'on aborde quand même des thématiques comme l'endométriose, les différents problèmes, en fait, que les femmes rencontrent aux Antilles, notamment. Donc, forcément, c'est une date très importante. Et d'autant plus importante que c'est aussi la date anniversaire du média. Ah oui. Voilà. C'est voulu ça Oui, c'est voulu. Ok. Quand je l'ai créé, quand j'ai pensé au projet, je me suis dit, il me faut une date anniversaire qui a du sens. Et donc, du coup, j'ai choisi la date du 8 mars pour le lancement. Je comprends un peu aussi pourquoi la pression que tu as alors. Oui, c'est vrai. Ok, de toute façon, on reviendra sur tout ça. Écoute, aujourd'hui, moi, je veux tout savoir. Je te propose qu'on revienne sur ton enfance. Comment était l'enfance de la petite Bénédicte? Franchement, plutôt bien, j'ai envie de dire. J'ai grandi dans une famille avec un schéma assez classique. Donc, mes 2 parents, un petit frère, une grande sœur, l'enfant du milieu, quoi. Donc, autonome assez vite, puisque apparemment, c'est souvent le cas pour les enfants du milieu. Et j'ai eu la chance de voyager pas mal quand j'étais petite. Et pas forcément avec mes parents aussi, en fait. Donc, ça m'a beaucoup appris très jeune. Et ma mère m'a donné beaucoup de responsabilités aussi très jeune. Donc, ça m'a beaucoup servi, en fait, dans ma vie d'adulte. Donc voilà, j'ai envie de dire une enfance plutôt heureuse. Ok. Et aujourd'hui, tu es entrepreneuse. Est-ce que, par rapport aux responsabilités, c'est un peu lié. Mais est-ce que tes parents l'étaient, le sont? Est-ce que c'était déjà tracé que tu allais un jour voler de tes propres ailes et monter ta boîte? Alors pas du tout. Mes parents sont fonctionnaires pour le coup, tous les 2. Donc ils sont retraités, mais ils étaient fonctionnaires. Et j'ai grandi en plus dans un quartier très populaire. Donc j'ai grandi au Rézé. Ok. Donc où ça au Rézé? Alors j'habitais à la résidence Les Quartiers. Ok. Donc pendant 17 ans. Donc voilà. Et j'avais pas spécialement. Je pense que j'étais pas forcément vouée à devenir une entrepreneuse. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ma mère me dit souvent que depuis l'enfance, j'avais des initiatives comme ça où je créais des choses que j'avais envie d'aller vendre ou de faire des choses. J'écrivais déjà des livres, des choses comme ça. Elle m'a sorti la dernière fois un carnet où apparemment, quand j'avais 8-9 ans, j'avais écrit un début de roman, quoi. Et j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais c'est moi.
Et donc, du coup, voilà, Donc, je pense que c'était un peu en moi, parce que j'ai toujours su que j'aimais pas particulièrement l'autorité, le cadre, tu vois, la structure du 9-17. Mhm. Mais pour autant, je savais qu'il fallait passer par là à un moment, quoi. Donc, je m'y suis pas fermée, tu vois. Ok. Et tu as fait quoi ça a été quoi ton parcours scolaire? Alors, parcours scolaire qui n'a absolument rien à voir, en fait, avec le monde média, communication. En fait, j'ai eu un bac ES. Ok. Ensuite, option anglais. Ok. Voilà. Donc, je suis partie ensuite faire mes études à Paris. Donc, j'ai fait une licence échanges internationaux, toujours avec l'option anglais, communication. Et je voulais faire des études de journalisme. Mais vu le coût des écoles de journalisme, mes parents, on était 2 à être en études supérieures et les études de ma sœur coûtaient déjà assez cher. Donc, je leur ai pas imposé ça, on va dire. Mhm. Mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et ensuite, j'ai commencé en parallèle de mes études à travailler à la banque pour pouvoir me faire un peu d'argent de poche. Ouais. Donc, c'était mon job d'étudiant. Souvent d'été, non? Non, c'était en temps partiel. Okay. Je travaillais le mardi et le samedi à la banque. J'allais en cours et le soir, 4 fois par semaine, je travaillais dans un centre. En fait, c'était un laboratoire, en fait. J'étais télésecrétaire médicale. Ouais, tu as été autonome finalement. Ouais. Dès que je suis arrivée à Paris à 18 ans, tu te gérais, tout de suite, ouais, je voulais pouvoir avoir mon argent, comme on dit, et faire fonctionner, quoi. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai travaillé à la banque comme ça pendant 2 ans. Et donc, c'était super intéressant, mais en fin de compte, on m'a vite mis dans cette case-là. Donc, dès que j'ai fini mes études, on ne me proposait des boulots que dans la banque. Ouais, logique. Alors que j'avais pas du tout envie de faire ça, quoi. Ouais. Mais par la force des choses, je me suis formée au métier bancaire et j'ai entamé une petite carrière dans la banque, quoi. Mais j'étais pas du tout épanouie. Ouais, tu as toujours dans un coin de ta tête cette histoire, cet objectif ou ce rêve un peu d'être, tu disais, journaliste. Exactement. Et moi, j'ai envie de savoir à quel moment tu fais le raccord, puisque je crois savoir que tu as vécu à Londres. C'est ça. C'est venu bien après. C'est quoi le fil conducteur qui te sort de Paris pour arriver à Londres? Alors en fait, quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, la plupart de mes amis étaient restés en Guadeloupe pour faire leurs études, BTS, etc. Donc je connaissais pas grand monde. Mais j'étais hyper intéressée par l'univers de la mode, le luxe. Enfin, je découvrais là-bas du coup. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un blog. À l'époque, ça n'existait pas vraiment. Hein. C'était en 2008. Donc vraiment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Enfin, c'était très basique. Et j'ai commencé, du coup, grâce à ce blog, à échanger avec des Anglaises, des Américaines, des Italiennes, puisqu'on avait des plateformes, en fait, où on se parlait entre personnes, des forums, entre blogueuses. Des choses comme ça. Voilà. Ok. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur mon blog. Et ensuite, à être contactée au tout début. La première fois, je me rappelle, c'était en 2010. J'ai été contactée par une agence de presse à Paris qui m'a invitée pour la première fois à un défilé de Fashion Week. Ah ouais. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Parce que moi, je faisais ça dans ma chambre tranquillement, en fait. Tu vois? Et en fait, l'agence m'expliquait que ils aimaient bien la dynamique des blogueuses de l'époque. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand j'ai été à la Fashion Week, j'ai rencontré une journaliste. Non, mais c'est quand même incroyable. Tu sors de Guadeloupe, tu arrives à la Fashion Week. Ouais, c'était par rapport à un blog. C'était fou. Franchement, mais je mesurais pas du tout l'impact à l'époque. Enfin, je me rendais pas compte. Et comment ça se passe dans ta tête quand tu te retrouves là-bas? Parce que tu sais, maintenant, quand on pense à Fashion Week, c'est the place to be. Oui, c'est ça. Tu vas rencontrer des, des Cardi B, des artistes, ils ont Ratibus maintenant, je vois. Oui, c'est vrai. Des personnes qui. Maintenant, c'est devenu assez fou. Alors, moi, je me rappelle à l'époque, j'ai tout de suite été invitée dans des grands défilés. Donc, c'est ce qui est vraiment assez incroyable, puisque c'était c'était des défilés très fermés, en fait. Et je me rappelle la première fois que j'ai participé à la Fashion Week, j'ai rencontré directement Jean-Paul Gaultier. D'accord. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je fais là? À 18 ans? Ouais, j'avais 20 ans à l'époque, ouais. J'avais 20 ans et je me suis dit, mais c'est fou. Parce que moi, j'aurais jamais pensé que le fait d'écrire comme ça sur Internet, ça pouvait m'amener là. Ouais. Donc, j'ai vécu le truc sans trop me poser de questions, jusqu'au jour où j'ai été invitée à Londres. Tu vois, au défilé Burberry. Et c'est là que ma mère m'a dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose avec ce que tu fais, il y a quelque chose, en fait. Et
voilà, j'ai commencé à rentrer dedans et à m'y intéresser réellement. Et c'est un peu comme ça que je me suis... j'arrivais pas spécialement à me concentrer sur mes études parce que du coup, j'étais persuadée que j'avais envie de faire ça. J'avais quelque chose à faire dans la rédaction, dans la mode aussi finalement, parce que... Exactement. C'est ça. J'ai toujours été attirée par ça. Et pendant la Fashion Week, j'ai rencontré une journaliste, une femme en fait, caribéenne, qui avait créé son média et qui habitait à New York. Elle a écrit son magazine et elle m'a proposé d'écrire des contributions pour son magazine, quoi. Et donc je me suis dit, mais carrément. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites contributions, par-ci par-là, pour des médias en ligne le plus souvent. Donc ça commence... Enfin, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as aucune idée du projet Eva. Ah non, j'ai aucune idée du projet Eva. Quelque part, c'est un peu la naissance en fait, parce que tu rédiges des articles. Ah, exactement. En fait, à ce moment, mon objectif devient je veux être rédactrice de mode et travailler chez Vogue ou dans un magazine de renom, quoi. Et ça devient mon objectif. Mais je me dis comment je vais y arriver sans faire les études classiques. De journalisme. Voilà. Donc je me concentre sur les études, un peu axées sur les échanges internationaux, les choses comme ça. Mais la réalité en France, c'est quand même difficile, puisqu'on te demande très souvent d'avoir les études en fait qui vont avec le métier que tu veux. Et je me heurte à ça constamment. On me ferme toutes les portes à Paris. C'est un monde ultra fermé, la mode, déjà. Bah, j'imagine. Et donc, quand en plus tu viens pas du secteur, enfin, t'as pas fait les études ou les grandes écoles de journalisme, c'est un rêve, en fait. Et je m'en rends compte. Donc, je me dis, faut que je tente ailleurs. Et c'est à ce moment-là que tu vas décider de partir à Londres. Voilà. Et avant, à quoi ressemble ta vie? Une Guadeloupéenne, il fait chaud chez nous, on a la plage, tu as la famille, tu pars vivre là-bas seul, sans amis ou alors peut-être très peu. Comment tu te sens? Alors, dépaysé, on a l'hiver. Comment ça se passe véritablement pour toi? Hormis ce côté mode. Alors, bizarrement, j'avais moins froid à Londres qu'à Paris, mais je dis souvent que c'est lié aux gens. C'est parce que l'accueil, en fait, que tu as quand tu vas à Londres, les gens sont tellement ouverts, enfin, tout le monde vient d'ailleurs, donc c'est comme si tout le monde est ouvert à rencontrer du monde, et les gens sont très sympathiques. Il y a une vraie cohésion sociale, si je peux dire ça comme ça. Ce que tu ressentais pas quand tu étais à Paris. Ah ouais, non, pas du tout. Paris, tu étais dans Paris centre même. Ouais, donc les gens sont speed. C'est ça. Boulot, tout le monde se bouscule, on calcule pas trop les autres en fait. C'est hyper individualiste et ça se ressent. Donc oui, parfois tu peux rencontrer des amis, avoir des apéros avec les collègues, les choses comme ça, mais ça reste toujours très cadré en fait. Il n'y a pas le petit grain de folie qu'on peut trouver à Londres. Et puis à Londres aussi, il y a une vraie communauté caribéenne qui se mélange à tout autre type de culture. Et il y a un vrai melting pot en fait qui fait que les liens se créent facilement. Et alors qu'à Paris, j'ai pas trop ressenti ça, quoi. Donc tu switches, tu décides de partir à Londres. Oui. Donc tu poses tes valises là-bas. Tu as quel âge à ce moment-là? Alors quand je pars à Londres, j'ai quand même 25 ans. Tu as fait un petit bout de chemin quand même. Exactement. À Paris. C'est ça. Quand tu pars, est-ce que toi, à un moment, tu savais déjà que tu avais cette envie de rentrer, ou alors tu suis ton parcours, ton cursus en te disant, bon, tu verras, ou est-ce que dans un coin de ta tête, tu as cette envie et tu sais qu'un jour tu rentreras chez toi? Alors justement, avant de partir à Londres, je suis rentrée en Guadeloupe pendant 1 an. Parce que j'avais déjà envie de rentrer en fait, à l'époque. Sauf que quand je suis rentrée, a priori, 24, 25, c'est trop jeune en fait pour rentrer. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Pas de bagage, pas assez d'expérience. Okay. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait presque 10 ans. Hein. Donc à l'époque, entreprendre ici, c'était... Encore une fois, c'était presque un rêve. C'était hyper difficile. Aujourd'hui, je vois très bien les différentes dynamiques qu'il y a. Il y a une vraie mouvance sur le retour au pays, une vraie énergie, on va dire, d'entrepreneuriat. Voilà, tous les jeunes qui reviennent, qui ont plein d'idées, etc. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de retour au pays. On n'en parlait pas, en tout cas. Et entreprendre, c'était... Ouais, c'était difficile. Hein. C'était vraiment difficile. Alors, est-ce que tu penses que ça allait moins maintenant? Ou alors c'est peut-être que nous, on a compris que de toute manière, hormis le fait de se lancer et d'entreprendre, on ne fera pas de cadeau. Parce que quand tu pars et que tu reviens avec un bagage conséquent, en général, quand tu reviens, on te dit, ouais, mais tu rêves, tu n'auras pas ça.
Oui, c'est vrai. Alors, je pense que c'est juste ce que tu dis. Et il y a aussi le côté où, moi, je pense qu'on est un peu la génération qui avons décidé de dire stop à plein de choses qui étaient déjà mises en place. Et clairement, ça se ressent dans nos façons de vivre, dans nos choix. On a beaucoup moins de difficultés à quitter nos emplois que nos parents, par exemple, Eux qui étaient ont fait des carrières. faisaient, Mes parents ont fait 40 ans de carrière. Ouais, pareil. Moi, ça me paraît... j'ai l'impression... J'ai même pas 40 ans, donc c'est toute une vie pour moi, 40 ans. Je crois que tous les gens que j'ai croisés dans mes stages et autres, quand ils font 3-4 ans sur un poste, c'est ça. après ils changent. Tu te dis, c'est bon, t'es prêt pour autre chose. Tu passes du market à la vente ou je sais pas quoi, mais jamais tu fais 40 ans dans une boîte. Et puis on le voit dans les entreprises, le turnover est énorme, enfin. Et même la génération de nos grands frères, grandes sœurs, ils étaient encore un peu... Ils ont envie de faire des choses, mais ils étaient encore un peu réticents. Et très, 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 très concentrés sur cette notion de stabilité, de sécurité. Alors que nous, on est vraiment une génération... la génération risque, en fait. On ose, on pousse les portes. Donc, je pense que, comme tu dis, à ce côté où aujourd'hui, on a grandi, on a mûri, on a eu des expériences pour la plupart aussi ailleurs. Donc, quand on revient, on est assez décidé à, de toute façon, créer... ça peut pas être pire dans tous les cas, on se dit. C'est ça. Et donc, 24-25, un peu une transition où tu rentres. Ouais. Tu continues. Mais à ce moment-là, tes parents, ils te disent quoi? Mes parents me disent, la banque, c'est super. Oui, parce que fonctionnaire, nous, jusqu'à... Moi, très honnêtement, c'est des sujets que j'ai arrêté d'avoir depuis très récemment, où on passe des concours, on passe des diplômes, voilà, c'est ça. On rentre dans la fonction publique. Exactement. Si tu as un CDI, voilà, garde-le. C'est ça. La sécurité de l'emploi. Donc, ils étaient aussi dans cette démarche-là. Tout à fait, totalement. Beaucoup plus mon père que ma mère, d'ailleurs. Même s'il ne s'exprime pas beaucoup, mais c'est très important, en fait, pour lui, la réussite professionnelle, malgré tout, ce qui est compréhensible. Même si j'ai pas encore d'enfant aujourd'hui, j'imagine à quel point c'est important pour toi que ton enfant réussisse aussi. Donc c'est normal. Mais c'est vrai que ma mère aussi, elle nous envoyait tout le temps des concours dès qu'il y avait les dates. Oui, c'est le moment. Mais en fait, c'était très, très. C'est une conversation qui était très compliquée. Ça m'a pris des années, en fait, pour réussir à les faire lâcher prise sur le sujet. Et encore aujourd'hui, malgré les accomplissements, ils sont toujours un peu observateurs, on va dire. C'est pas que c'est un rêve, mais tu sais, c'est encore un peu flou pour eux, même si c'est palpable, puisqu'aujourd'hui on est au 4e. Ouais, c'est ça, 4e. 4e magazine, c'est pas rien. Ouais. Déjà pour moi, faire un magazine, c'est un truc, c'est comme écrire un livre, c'est des choses où ça reste là. Tu vois, le papier, l'écriture, pour moi, ça disparaît pas. Donc, tu repars. Je repars, au bout d'un an. Et là, je me dis... Donc, j'arrive à Paris, mon appart, tout ça. Et là, c'est différent. Je me sens pas à ma place. Et je refais face, en fait, à ces blocages, en fait, ces barrières professionnelles qu'on m'impose. Et je me dis, mais je comprends pas, parce que au moins, donnez-moi ma chance, et vous verrez que c'est pas juste une question de diplôme, c'est aussi une question de motivation. Quelqu'un qui est passionné, motivé par ce qu'il fait, peut être beaucoup plus performant que quelqu'un qui a des diplômes dans un secteur qui l'intéresse pas forcément. Par exemple, moi, j'étais diplômée dans la banque, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas mon niveau de diplôme, mais qui excellent parce qu'ils aiment ce secteur d'activité. Et quand je me suis rendu compte que c'était très compliqué, trop compliqué, j'ai eu des copines de Londres, des londoniennes, donc, qui sont venues à Paris me rendre visite quelques jours. Et à ce moment-là, ça a fait le déclic. Et en 3 semaines, j'ai tout quitté. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, je pars vivre à Londres. Elle m'a dit, ah bon? Gros clash, même pas? Non. Elle m'a dit, quand? Je lui ai dit, dans 3 semaines. Elle m'a dit, d'accord, ok. Ma fille. Donc voilà. Tu fais tes valises, tu pars là-bas. Moi, j'ai cette image de Londres, mais tu me diras si je me trompe, de le temps toujours mauvais, toujours gris. Et en même temps, c'est contrasté parce que on pense autant à ça que quand on pense à Londres, on pense forcément à Notting Hill. Carnaval. ce qui nous ramène à la suite aussi forcément, donc carnaval, effectivement, donc une période où il y a des gens de tout horizon qui viennent, qui se mélangent. Exact.
Et qui pendant 3-4 jours, Ouais, c'est ça, un week-end. j'ai l'impression on décide de mettre une pause dans Ouais. le temps. Ben ouais, j'ai envie de te dire oui et non en même temps, parce qu'en fait, c'est pour moi, le carnaval est très représentatif de la vie à Londres. C'est-à-dire que tu vois des personnes qui habitent Notting Hill, donc des personnes relativement très aisées, qui se mélangent aux Jamaïcains de Brixton sans aucun problème. Et moi, j'ai vu ça Tout le temps. tout le temps que j'ai vécu à Londres, donc pendant 3 ans, j'ai vu ça, quoi. Donc oui, effectivement, comme partout, il y a des problèmes. Oui, il y a forcément des conflits sociaux, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Est-ce que culturellement, quand tu es à Londres, tu te sens pas un peu plus chez toi? beaucoup plus qu'en France, oui. Beaucoup plus parce que la gestion est différente. En fait, je pense que c'est un peu politique, un peu historique, dans le sens où la gestion de la colonisation n'a pas été la même en Angleterre et en France. La Grande-Bretagne n'a pas géré la question de la même façon. Mhm. Donc, je pense que les frustrations, même si elles existent, elles ne sont pas pareilles. Parce qu'il y a quand même une certaine reconnaissance de ce qui a été fait, de ce qu'il y a eu, en fait, comme histoire, qui est posée par le gouvernement anglais. Alors qu'en France, on est encore sur des discussions ou des remises en question de choses, en fait. C'est quand même, voilà, c'est assez choquant. Enfin, je veux pas rentrer dans des trucs trop politiques, mais pour en faire simple, enfin, il y a quand même des choses qui sont avérées, et pour autant, on en parle encore aujourd'hui comme si c'était des questions, comme s'il y avait des points d'interrogation, alors que tout le monde a déjà vu que ce sont des faits, quoi. Et qu'il serait juste temps de juste admettre, ok, il y a eu ça, Voilà, que ça s'est passé, quoi. et qu'on puisse tous avancer ensemble. Et donc, tu arrives là-bas pour le boulot? Ouais, pour le boulot. Pour faire quoi exactement? Toujours dans cette... Pas dans la banque, je suppose? Non, surtout pas. Surtout pas. Rien à voir. Mais du coup, alors, j'arrive là-bas et ma mère me dit qu'elle me donne 6 mois. Ah ouais, donc un ultimatum direct. Ouais, elle me donne 6 mois parce que ça coûte cher de vivre là-bas. Ça coûte très très cher. Donc au début, je suis chez mes copines, mais je peux pas rester chez elles à vitam aeternam. Donc il faut que je prenne un logement, tout ça, et ça coûte très cher. Donc elle me dit, tu as 6 mois, hein. Fais ce que tu veux, mais à un moment, moi, je pourrais plus t'aider. Et je comprends, hein, très bien. Et je lui dis, mais je veux rentrer dans cette entreprise. Et je vais rentrer dans cette entreprise. C'était quelle boîte? C'était Net-à-Porter. Ok. Voilà. Et je lui dis, je veux travailler à Net-à-Porter. Si je travaille pas à Net-à-Porter, je pars. Je quitte l'Angleterre. Elle me dit, mais c'est ailleurs. Enfin, franchement, c'est risqué de miser sur une seule entreprise. Donc, je postule, mais sans conviction, dans différents postes, quoi, que je vois sur Internet. Mais mon objectif, c'est Net-à-Porter. J'imprime le logo, je l'accroche devant mon lit, tout ça. D'accord. Vraiment Déjà, en mode loi de l'attraction à fond, quoi. Ok. Et du coup, au bout du 5e mois et demi, elle commence à me dire, bon, du coup, je regarde les billets, machin. Ma mère commence à me mettre ce genre de pression. Pendant ces 5 mois-là, il se passe quoi? Alors, Tu fais quoi, en fait? Alors, pendant ces 5 mois, donc je reste 2 ou 3 mois chez mes copines. Je prends un appart, dans le risque. Hein. Je me dis, bon, tant qu'à faire, j'ai un peu d'argent, j'ai un peu d'économie. Donc, je prends mon appart, je commence à m'installer. Enfin, c'est pas vraiment un appart, hein, c'est les petits studios vraiment londoniens, quoi. Et là, je commence à payer des choses. Donc là, le stress commence à monter, malgré tout. Et en attendant, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les contributions sur Internet, puisque c'est la seule source de revenus que je peux avoir. Donc, je continue mes petites contributions. Mais c'est pas énorme, hein. Par mois, ça me rapporte 200 € maximum, donc ça paie clairement pas un loyer. Et là, ma mère m'aide, en fait. Mes parents m'aident financièrement, encore, à ce moment-là. Mais avec toujours des petites pressions, tu vois. Toujours des petits pics, des petites alors, quand est-ce que tu trouves un boulot, quand est-ce que tu rentres. Et donc, il y a des moments difficiles, vraiment. Surtout l'hiver, en fait, puisque l'hiver arrive et donc tu sors moins, enfin, il fait froid, tout ça. Et là, j'ai une vraie remise en question où je me dis, mais t'as 26 ans, t'es là dans une chambre à Londres, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu vas pas trouver... Mais je tombe à chaque fois que j'ai des moments down, je tombe sur le logo que j'ai accroché au mur et je suis persuadée que je vais rentrer là. Et donc du coup, je reste en fait. Et ça me tient. Ça me tient. C'est ce qui rythme en fait
tes 5 mois et demi, puisque le dénouement, tu vas nous dire si tu as fini par rentrer à Net-a-Porter ou pas. Et donc, c'est ce qui te tient finalement pendant ces 5 mois, c'est ce logo. Exactement. Et tu as des moments de down, est-ce que pas une dépression, mais tes copines, elles travaillent, tu vois les factures, tout ce qu'il y a à payer. Là-bas, c'est peut-être plus strict aussi au niveau des transports, toutes ces choses-là. Donc, tout est cher. Enfin, tout ce qui est transport, logement. Il faut savoir que, par exemple, ma carte de transport, alors que j'habitais en zone 2, je la payais 140 pounds. Non, 120 pounds à peu près. Donc, ça fait 130 euros. 130 euros, c'est énorme. Juste pour la carte de transport. Ouais. Sans compter le loyer, etc. Donc, Londres, c'est une ville qui est chère. Donc, du coup, y aller sans emploi, c'est compliqué. Mais du coup, 6e mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, 5e mois et demi, Zara m'envoie un mail pour me dire que j'ai un entretien. Et là, je suis au bout de ma vie. Parce que c'était le pire truc, c'est d'aller travailler en vente. J'ai fait ça quand j'étais étudiante, mais là, j'étais pas venue pour ce projet-là, donc j'étais pas du tout dans la dynamique. Mais je me dis que j'ai pas le choix. Faut que je fasse quelque chose. Donc, l'entretien est dans les 4 prochains jours, quand il m'appelle, en fait. Et je me prépare, je me dis, ok, j'appelle ma mère, je lui dis, super, j'ai un entretien chez Zara, quoi. C'est génial. Elle est pas très enthousiaste, mais bon, voilà. Et elle me dit, ok, mais du coup, je regarde les billets, parce que bon, là, ça va plus, on arrive au terme et c'est compliqué. Je lui dis, ok, je comprends. Et le lendemain de notre conversation, donc entre cette conversation et l'entretien Zara, Net-a-Porter m'appelle. Ok. Ouais. Et là, Net-a-Porter m'appelle pour un entretien. Donc, coup de folie, je suis trop contente, mais je le dis pas à ma mère, cette fois-ci. J'y vais d'abord. Et je vais à l'entretien. Une grosse pression, j'imagine. Oui et non. C'est-à-dire que je me dis, si c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pas pour moi, c'est qu'il faut pas... Je voudrais autre chose, tu vois. Je suis dans cette dynamique. Puisque je suis déjà au bout, j'ai déjà passé tellement de trucs que je me dis, bon, si ça passe, tant mieux. Sinon, on verra, quoi. Tu vois. Et donc, j'y vais. Et avec beaucoup d'appréhension quand même si je relativise, mais beaucoup d'appréhension. Et là, je me retrouve donc dans un entretien face à 2 personnes, donc une anglaise et une française, franco-anglaise, on va dire. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais toi, l'anglais, tu le parlais couramment ou pas? Non, pas du tout. J'étais moyenne, on va dire. Donc, je savais me débrouiller dans une conversation, mais c'était pas hyper fluide. J'étais pas bilingue, quoi. Donc, quand je vais à l'entretien, comme c'est pour un poste de conseillère de vente au téléphone, en français, donc je me dis... Tranquille. Finger in the nose, comme on dit. Tranquille. J'arrive à l'entretien, elle commence à me parler qu'en anglais. Ah ouais, d'accord. Et là, moi, je sors tout le vocabulaire que j'ai vu dans Gossip Girl, dans les sous-titres, que je commence à dire des trucs. Et là, les filles, elles me regardent en mode... ok, c'est qui celle-là, quoi? Elle parle pas très bien anglais, enfin... Et j'ai une sorte de fou rire avec les filles. Enfin, je commence à leur dire... Comme il y a une franco-anglaise, donc je lui dis, non, franchement, c'est galère, votre truc, là, franchement. Je pensais pas. Moi, je pensais que vous alliez me parler de Gucci, tout ça, parce qu'en fait, c'est Net-a-Porter, c'est... Ouais, parce que moi, je connais pas. Ouais, alors en fait, pour la petite histoire, Net-a-Porter, c'est le plus gros e-commerce de luxe au monde. Donc, ils vendent tout ce qui est Balenciaga, Gucci, Prada, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Net-a-Porter parce qu'en fait, la femme qui a créé Net-a-Porter, à l'époque, elle revendait des articles de luxe dans sa cuisine. Et de fil en aiguille, c'est devenu un vrai truc qui vaut... Enfin, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est à peu près 2 milliards de... Ah oui, d'accord. Ouais, milliards, tu vois, par an. Donc, c'est énorme, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand groupe. Ils ont développé une annexe pour hommes. Enfin, vraiment, c'est une énorme machine. Ils ont 3 sièges. Donc, un à Londres, un à Hong Kong et un à New York. Tu vois? Donc, pour moi, c'était le goal suprême, en fait. C'est un peu le... À l'époque où tu as cet entretien, c'était déjà la grosse machine. Ouais, clairement. Okay. Et donc, du coup, j'y vais. Et donc, voilà, j'y suis, je suis dans l'entretien. Et là, voilà, je parle un peu avec la franco-anglaise. Elle rigole, on rigole, enfin... Et elle me dit, non, mais détends-toi, c'est pas grave. Et on commence à me poser des questions uniquement sur ce que je connais de la mode.
Ok. du journalisme, de la rédaction. Enfin, Parce que vraiment, j'allais te dire, des défilés aussi que tu as. voilà, de mes expériences, mais dans le secteur. À aucun moment, on me demande mes diplômes. Enfin, tout ce qu'on a pu me demander jusqu'à présent en France, je me rends compte qu'on n'est pas du tout dans la même démarche. Est-ce qu'à ce moment-là, déjà de l'entretien, tu sens que c'est le joker, c'est là que tu sors ton joker, tu sens que, enfin, tu n'es pas jugé sur le papier, donc tes diplômes, mais ton expérience. Est-ce que tu sens que Totalement. le vent est en train de tourner, que c'est maintenant là que tu peux saisir ta chance et rentrer chez eux? Totalement. Déjà, quand j'arrive dans l'entretien, moi, je suis habillée en française. C'est-à-dire chemise, pantalon noir, petit talon, vraiment la banquière, en fait, qui vient dans un entretien. Et je me retrouve face à 2 femmes. Une d'origine indienne, qui est donc la directrice des ressources humaines, en salopette avec un pull Looney Tunes et les cheveux en mode, voilà, un peu relevé comme ça sur la tête. Et à côté, donc celle qui est la responsable de l'équipe française, avec voilà, ses braids. C'est une femme d'origine ghanéenne. Et donc, il y a des braids. Elle a un style vraiment atypique. Et elles sont là, quoi. Et c'est elles qui me font passer l'entretien. Et moi, limite, je me sens un peu ridicule avec ma chemise, tu vois, vraiment guindée. Et d'entrée, quand je les vois, je comprends. Je me dis, OK, on m'a pas menti. Effectivement, à Londres, c'est ouvert d'esprit, hein. T'imagines, salopette et pull Looney Tunes, c'est pas rien. Bon, là, ça m'impressionne pas, mais à l'époque, quand tu passes cet entretien, j'imagine que... Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Tous les entretiens que j'ai passés, en fait, les gens étaient toujours habillés, enfin, dans le cadre qu'on connaît, tu vois. Même chez nous, c'est classique, Voilà. tu vas pas passer un entretien en suite. C'est ça. Ok. Donc, ça se passe bien, alors, finalement, l'entretien? Alors moi, je pense que ça se passe mal, puisque je parle pas bien anglais, donc j'arrive pas trop bien à répondre aux questions, mais je fais comme je peux. Mais elles me comprennent, tu vois. Mais c'est pas parfait. Donc je pars, mais je suis en mode, mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça, etc. Et puis, je vais quand même à l'entretien Zara, puisque c'est 2 jours après. Et, Entretien d'équipe ou pas? Non, l'entretien Zara, j'arrive dans le magasin. Ok. On me reçoit derrière la boutique. Enfin, c'est assez classique aussi comme schéma. Mais c'était très cool aussi, hein. La personne, j'ai très bien accroché. Un peu plus facile parce qu'il y avait un peu moins de questions. Donc, c'était assez simple, on va dire. Donc, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, la personne me fait comprendre qu'elle est intéressée par mon profil et que, voilà. Super! Elle me rappelle. Voilà. Moi, je suis en mode, génial. Mais bon, je pars. Et l'après-midi, après l'entretien Zara, Net-à-Porter m'appelle. Et elles me disent, voilà, la franco-ghanéenne me dit, écoute, tu parles super mal anglais. Direct. Mais ta personnalité, on adore. Donc franchement, je veux bien que tu essayes dans mon équipe. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Et je me dis, waouh, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Je suis choquée en fait. J'y crois presque pas en fait. Je me dis, mais c'est incroyable, enfin. Je sais pas. Attends, et c'est pourquoi? C'est un CDD CDI. Direct. CDI et t'as, si je me rappelle bien, t'as 1 semaine à peu près de période d'essai, ouais. Ouais, c'est cool. Tu appelles maman direct? Je l'appelle direct. Je lui dis, maman, j'ai trouvé un travail. Elle me dit, ah ok, dans quoi? Et je lui dis, bah, Net-à-Porter. Elle m'a dit, quoi? Mais comment c'est possible? Mais non, mais comment t'as fait? Je lui dis, bah en fait, j'ai juste postulé sur Internet et voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit, bah c'est super, tu vas essayer et tu verras. Tu vois? Donc là, ton sursis est prolongé? Voilà, donc, là je souffle, je suis contente. Je vais enfin pouvoir commencer ce que j'ai envie, en fait, de faire. Et je rentre directement dans le truc, en fait. Ça commence tout de suite. Enfin, le lundi d'après, je commence à travailler, on y va, tu vois. Je suis dans la machine. Habillé comment? Alors, habillé beaucoup plus décontracté, en mode sweat, jean, okay. Oui, très cool. Ok. Et comment cette aventure se passe? Combien de temps ça dure? Alors du coup, je commence donc en tant que conseillère de vente au téléphone, téléconseillère de vente française. Donc j'intègre une équipe qui s'appelle la Language Team. Donc on est plusieurs. T'as des Allemands, t'as des Français, langues, voilà. Okay. Et on est l'équipe en fait des étrangers entre guillemets. On parle plein de langues. Et donc ça se passe super bien. Je reste 7 mois dans ce poste. Donc c'est un open space. Mon équipe devient ma famille. C'est vraiment mes amis avec qui je sors, etc.
qui sont encore mes amis aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on a noué de vrais liens. Donc, bizarrement, rien à voir avec l'ambiance Paris. Hein. Rien à voir. On est tous d'ailleurs, on vient tous d'ailleurs, on a des origines différentes, enfin, c'est hyper riche en termes de culture, de mélange culturel. Et donc, du coup, voilà, on est comme ça se passe. Et au bout de 6-7 mois, certains commencent à évoluer dans la boîte. Et là, l'équipe, elle se casse, en fait. Enfin, voilà, il y en a qui partent. Donc, moi aussi, je ressens ce besoin de bouger et de passer à autre chose. Et donc, je postule pour un poste au siège de rédactrice française. Dans l'équipe française, mais de rédaction vraiment... Toujours à Londres. Toujours à Londres, toujours à Net-à-Porter. Mais juste plus dans le système de téléconseillère, vraiment dans le système, ok, maintenant, c'est soit je vais travailler dans le magazine, parce qu'ils ont un magazine aussi, ou soit je travaille dans le marketing, mais je veux évoluer dans la boîte. Et j'ai compris que c'est pas une question de diplôme, c'est une question de travail. Si tu sais faire du marketing, tu pourras accéder au marketing. La boîte te connaît puisque tu as déjà travaillé dans le secteur, enfin dans la boîte. Donc, ils te permettent en fait d'accéder à des postes, tu vois. J'ai une de mes copines qui a évolué en RH, par exemple, alors qu'on était téléconseillère. Quoi. Ah ouais, rien à voir. Au bout de 6 mois. Et elle y est encore. Ah ouais. Donc, c'est qu'elle avait quand même du talent. Et donc, du coup, moi, je postule pour le poste de rédactrice française. Et ça passe, on m'appelle en entretien au siège. Et là, j'arrive dans un autre monde. Là, c'est rien que les locaux, je rentre à Vogue. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et là, en fait, tu te rapproches un petit peu de ton rêve, finalement. Exactement. Ça ressemble en tout cas un peu plus à ce que tu voulais dès le départ. C'est ça. Ça fait combien de mois que ça fait presque un an. Un an déjà que tu es à Londres. Exactement. Tu as vécu les 5 mois et demi compliqués, les 6 mois en tant que téléconseillère. Voilà. Ton nouveau poste. C'est ça, donc je deviens rédactrice française, donc rédactrice de produits et de collections. Donc toutes les collections qui passent à la Fashion Week, on les reçoit en photo, en vidéo, etc. Et on écrit en fait les textes dessus. Donc on reçoit des ébauches de textes en anglais. Tous les textes ont été récupérés par les rédactrices qui ont fait les défilés. Et nous, on traduit ou on améliore avec des codes hyper stricts parce que c'est du luxe. Donc des codes de syntaxe, d'orthographe, de grammaire super stricts. Au début, c'est très dur parce que mes textes passent en relecture et j'ai l'impression de ne pas parler français. Du coup, je me dis, mais je comprends pas pourquoi à chaque fois j'ai des corrections. Mais c'est juste parce qu'en fait, il y a des tournures de phrases qu'on nous apprend qui sont vraiment liées au luxe. Et voilà, c'est une façon de faire. Donc une certaine rigueur aussi qu'on t'impose. Une très grosse rigueur. Sachant qu'on avait quand même un volume de textes à produire par jour qui n'était pas insignifiant, quoi. C'était vraiment... Alors... Quand je pense à Londres, tu sais, je pense systématiquement à ce que tu disais parce que Londres est rattaché à ta période carnaval Guadeloupe, pas carnaval Notting Hill, où tu regardes finalement ces vidéos, je crois. Hein, oui, totalement. Où tu vois ces groupes à peau. Exactement. Et je sais que tu disais lors de ta présentation du magazine, donc Karata, oui, que c'est ce qui t'a donné aussi, enfin c'est les vidéos que faisait Yarama à l'époque qui te faisaient vibrer et qui te faisaient redécouvrir finalement la culture carnavalesque de chez toi. Totalement. Je suppose que c'est ce qui a motivé aussi ton retour, quelque part, pas uniquement, mais là pour moi je te vois bien installé, ça se passe bien. Qu'est-ce qui fait que tu décides d'arrêter cette aventure pour rentrer en Guadeloupe? Sachant que là tu es dans ton parcours, tu fais ce que tu veux finalement. C'est vrai. Alors je fais ce que je veux, oui et non. Parce que je fais effectivement ce que je veux, mais de manière salariée. Et moi, je sais qu'au fond de moi, j'ai envie de pouvoir avoir des horaires adaptables, vraiment pouvoir être autonome et gérer mon temps, comme je l'entends. Donc, j'ai quand même cette petite frustration. Et aussi, on est à l'époque du Brexit. Ah oui. Et donc, la question commence vraiment à se poser, puisqu'on voit l'impact de cette politique sur les prix. Il y a une vraie inflation, il y a des choses qui changent, en fait. Et là, je commence à me dire, ok, tu vas avoir 30 ans, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux construire une vie ici? Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un ici? Est-ce que tu vas acheter une maison là? Comment tu fais? Ou est-ce que c'est le moment pour, maintenant que tu as assez d'expérience, entre guillemets, dans le secteur, est-ce que tu retentes ta chance en France? Mais c'était pas prévu de rentrer en Guadeloupe, en fait.
je retournais à Paris, dans ma tête. Et finalement, qu'est-ce qui fait ce... Finalement, une rupture amoureuse. Ok. Donc avec un Londonien? Non, bizarrement, avec un Guadeloupéen. Qui vivait à Londres. Mais qui est venu me rejoindre à Londres, oui. Ok. Donc du coup, voilà, on se sépare. Après, on a fait des voyages, on est parti. Entre-temps, je suis partie 45 jours en Indonésie, Singapour, tout ça, parce que j'avais envie de profiter justement. Parce que pour moi, après mes 30 ans, j'allais m'installer, acheter une maison, me marier, faire des enfants. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment, on vit. Tu me tends la perche, pourquoi cette pression et on en a discuté en off. Hein. Ouais. Pourquoi cette pression de dès 30 ans, t'es une femme, donc il faut que t'aies un gosse, une maison et un mari? C'est une très bonne question. Société? Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, je me suis mise une telle pression que quand cette rupture est arrivée, ça m'a déstabilisée en fait, à tous les niveaux. Parce que c'était, pour moi, c'était pas possible. J'avais pas fait tout ça pour ça. Et en fin de compte... C'est quoi ton tout ça? C'est-à-dire faire des sacrifices, partir à Londres, parce que c'était quand même un sacrifice. C'est toi en fait. Oui, mais... Il n'est pas impliqué, monsieur, à cette époque-là. C'est vrai. À ce moment-là, il n'est pas impliqué. C'est ton... Mais le souci, c'est qu'après, quand nous, on se met ensemble, on commence à avoir des projets sur plusieurs années, etc. Donc, quand ça se passe mal, moi, dans ma tête, je me fais vraiment toute une conversation où je me dis, mais t'es nulle, en fait. T'as raté ta vie. Parce que tu es retournée à Paris, t'es toute seule, t'es célibataire, t'as pas d'appart, parce que j'ai rendu mon appartement à Londres, enfin, on a tout quitté, quoi. T'as pas de job. Retour à la case départ, t'as pas d'enfant, t'as rien, en fait. T'as raté. T'as tout raté. Et là, je rentre dans une dépression. Pendant 2-3 mois, peut-être plus, je sais même plus, mais c'est très dur. À quoi ça ressemble une dépression? Ça ressemble à de longues journées sur un canapé, où t'as aucune motivation de faire quoi que ce soit, où même la force de pleurer, en fait, tu l'as pas. Parce que t'as plus de goût. Tu te dis, mais tu sais plus, en fait, ce que tu fais là, pourquoi tu le fais. Tu as l'impression que tu es responsable de beaucoup de choses. Donc, tu culpabilises. T'as un mélange de sentiments, tristesse, colère. Tu sais pas trop, tu vois. Tu es enfermé sur toi-même parce que t'oses pas forcément regarder tes parents, puisque dans leur regard, tu lis un petit je te l'avais dit, tu vois. Donc, t'es sur toi-même. Tu sors pas avec tes amis parce que t'en as pas l'envie. Mm-hmm. T'as pas la tête à la fête. Donc, tu restes sur ton canapé. Donc là, t'es à Paris. Et là, je suis à Paris chez ma sœur. Et tu sais, j'avais cette impression de... Quand nous, on vit des moments difficiles dans l'Hexagone, rentrer, c'est l'échec ultime. Exactement. Parce que t'es parti pour quelque chose et devoir tirer la sonnette d'alarme aux parents pour qu'ils te ramènent à la case de départ, finalement, t'as honte. Parce que c'est ça. Quand tu recroises des gens qui sont peut-être jamais partis, tu sais, il y a ce « alors, qu'est-ce que t'as fait ?» Et en fait, t'as rien fait. Exactement. Même si t'as fait des choses, hein, mais le fait que tu reviennes parce qu'il y a eu, je sais pas moi, un échec, que ce soit sentimental ou professionnel, et tu sais même pas où te mettre parce que eux sont restés là et tu rentres. C'est totalement ça. Avec tous les espoirs déjà de ta famille ou on va demander alors l'enfant d'un tel qu'est-ce qu'il a fait et... Ouais. Bah, pas grand-chose. Malgré le fait que j'étais quand même fière. Avant mes 30 ans, j'ai eu la possibilité de voyager un peu partout. Enfin, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Enfin, j'avais l'impression quand même d'avoir fait des choses. Mais cette petite période de 3-4 mois m'a fait ressentir un sentiment de nullité qui était tellement fort que c'est comme si j'avais rien fait en fait. Est-ce que tu penses que c'est une pression aussi qui nous est mise par la société ? Ah mais surtout par la société. Surtout par la société parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je comprends même pas pourquoi je me suis mise cette pression parce que je me sens tellement bien dans ma vie. Ouais. Enfin, et pourtant, je suis toujours célibataire sans enfant, j'ai pas de problème. Hein. Mais c'est juste que je me rends compte que je le suis et que c'est pas dramatique. Non, c'est pas une fin en soi. C'est ça. C'est quand on en parlait, 33, tu me disais. Exact. Moi, ma mère m'a eu à 37. Voilà. Mais maintenant, on a ces 30 ans, il faut que tu... C'est ça. Enfin, bref. La pression, on se compare beaucoup aux autres aussi. Et les réseaux sociaux, pour le coup, n'arrangent pas forcément les choses parce que
les choses simples de la vie, entre guillemets, sont un peu enjolivées. Et donc, toi, quand tu n'as pas ce niveau de vie, on va dire, tu as l'impression vraiment de ne rien faire ou de rater des choses. Alors qu'en fin de compte, non, pas du tout. C'est chaque personne a ses objectifs, son rythme, enfin, c'est sa réalité aussi. Puisque quand on se compare sur les réseaux sociaux, on se compare parfois à des gens qui sont déjà à leur étape 10, alors que nous, on est à l'étape 1 ou 2. Ou alors des gens qui sont des façades. Voilà, tout simplement. Parce qu'au final, tu montres ce que tu veux. C'est ça, exactement. Tu peux montrer que tu voyages et jamais ils savent que tu as une rupture. Ou on ne sait pas si tu as payé ton voyage en 15 fois. Voilà, on ne sait pas si on ne sait pas si on te l'a payé. On ne sait pas si tu es malade, on ne sait pas si... on ne sait rien finalement. Exactement. Et je crois que là, ça nous ramène à une période où c'est... J'ai pas envie de dire l'avènement des réseaux sociaux, mais on y est un peu. On est en plein dedans. Instagram, on est en plein les dedans. photos, je sais même pas si à l'époque il y a déjà les stories. Oui, il y a déjà tout ça. Ouais. Donc on est bien dedans. Hein. Parce que c'est il y a 3 ans. Là, on est en 2018-2019. Donc 2019. 2019, donc tu rentres? Non, c'est toujours pas ton retour. Non, je suis chez ma sœur toujours dans ma dépression. Dans ta dépression. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que la seule chose que j'ai envie de faire, de continuer à faire, c'est d'écrire. C'est d'écrire, voilà. D'écrire pour des magazines, d'écrire des contributions. Et donc, je recommence à faire ça. Et de là, je suis contactée par une agence à Paris, parce que j'avais mes réseaux sociaux déjà. Et l'agence me propose un partenariat avec l'ONU, Femmes. Et je me dis, waouh, l'ONU, j'aime bien. Parce que jusqu'alors, je refusais je m'intéressais pas trop aux mails que je recevais, puisque j'avais pas envie de parler de rouge à lèvres, tout ça. Hein, j'étais pas du tout dans le mood. Mais là, on me propose quelque chose qui, selon moi, correspond à la femme que je suis en train de devenir, parce que j'ai 30 ans, mes centres d'intérêt changent aussi. Je veux plus parler que de chaussures. J'ai envie de parler de vraies problématiques, quoi. Et c'est dans le cadre d'une campagne contre les violences faites aux femmes. Je me dis, c'est pour moi, j'y vais. Et donc je réponds, je participe à l'action, qui se passe super bien. On est relayé à la télé, tout ça, ça se passe super bien. Et on est ensuite invité au siège de l'UNESCO à Paris. Tu vois ? Et quand j'y vais, je découvre en fait tout cet organisme qui est l'ONU Femmes France. Et je me dis, mais waouh, quoi. Là, ça me donne une claque. Parce que je réalise que ce que je traverse, c'est rien du tout. C'est rien. Comparé à ce que certaines femmes, en fait, traversent au quotidien ou vivent au quotidien, je me dis, mais tu pleures pourquoi, en fait ? Et là, je commence à trouver quelque chose qui me parle et qui m'attire. Et je me dis, je suis vraiment intéressée par la condition des femmes. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui m'attire dans ce sens. C'est plus juste la mode ou le luxe ou bien s'habiller ou l'apparence. Ça va plus loin que ça. Et donc, du coup, je commence à échanger avec le comité, en fait, de l'ONU Femmes France. On garde mon contact. Et ensuite, je rentre chez moi. Je pars chez ma sœur. Et là, j'ai un changement dans ma tête de mood. Et je me dis, bon, reprends-toi en main. Écoute, tu vas trouver un travail, tu postules, tu prends un appart et tu reprends ta vie. Tout simplement. Donc, c'est ce que je fais. Je postule, je trouve un appart. Et avant de faire tout ça, avant de signer mon bail, je me dis, je vais rentrer en Guadeloupe pour les vacances. Là, on est en février 2020. Attends, Covid ou pas Covid ? Justement. Ça arrive chez nous. Moi, je rentre en vacances avant de signer mon bail à Paris pour redémarrer une nouvelle vie à Paris et tout détruire, tu vois. Donc, je rentre et là, on nous dit qu'on est confiné pendant 10 jours, 15 jours, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on se dit, quoi. Mais à ce moment, j'ai déjà le projet de Eva. Hein. Puisqu'en fait, le projet de Eva, il est né directement après ma collaboration avec l'ONU Femmes France. Ouais, je me suis dit ça. Ça y ressemble en tout cas à la mission même d'Eva. Exactement. C'est je me suis dit, je vais faire quelque chose qui parle des femmes. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose avec les femmes. J'ai envie de faire quelque chose comme ces gens. Et c'est comme ça que l'idée commence à mûrir. Et donc, je rentre en Guadeloupe, voilà, pour les vacances. Et là, on nous annonce en confinement. Donc, moi, je me dis, bon, ok, 10 jours, c'est pas grave. Je suis chez mes parents, toujours avec mes projets de rentrer en France et de faire mon Eva. Signer ton bail. Voilà. Sauf que le confinement dure 55 jours, je crois, 53 ou 55, enfin très long. C'est très 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 long. Et entre-temps, en fait, à partir des 2 premières semaines, je comprends que ça va être long. On comprend tous que ça va être super long. Et de là, je me dis, ok,
Eva, je vais le lancer maintenant. Parce que le 8 mars arrive, en fait. Le 8 mars en... Ben oui, on est en février. Ouais, en fait, non. Je lance le magazine le 8 mars sur les réseaux. Donc, je fais un post qui annonce le magazine, mais en pensant qu'après coup, une fois qu'on sera déconfiné, je pourrais faire un événement de lancement. Une soirée, un truc, tu vois, pour annoncer mon projet, quoi. Mais à ce moment-là, est-ce que tu es déjà sur le magazine avec l'envie de le faire en papier? Ah non, pas du tout. Ok. Là, je suis vraiment sur que du digital, modèle Combini. Enfin, moi, c'était ça, hein, l'ASPI. C'était d'aborder des problématiques liées à la femme, pas forcément caribéenne en plus. Hein. Moi, j'étais partie sur la femme afro. Donc, parce que c'est un projet que je voulais faire à Paris. Pour moi, je retourne à Paris à ce moment-là. Donc, je suis dans mon truc, Eva, femme afro, voilà, je vais faire des partenariats avec l'ONU. Enfin, vraiment, je suis dans ce mood national, quoi. Et donc, le confinement commence. Et donc, j'ai annoncé le truc sur les réseaux sociaux et je vois que le confinement ne finit pas. Que je peux pas faire mon événement et tout le truc que j'ai envie de faire. Et là, je me dis, bon, faut que je me réinvente, en fait. Faut que je m'adapte. Qu'est-ce que je fais? Et donc, je commence à avoir, à l'international ou au national, des interviews confinement, quoi. Et je me dis, je vais faire ça. Et là, je contacte, j'envoie des mails à des influenceuses, à des femmes que j'aime bien, en fait, sur les réseaux. Et elles me répondent aussi vite. Elles me répondent aussitôt et elles me disent OK, on va faire des interviews à distance, comme ça. J'ai 100 followers à l'époque. Quand tu dis à distance, cette notion de live? Ouais, voilà, exactement. Okay, alors, je faisais pas de live. Je demandais, j'envoyais des questions. Et elles se filmaient. Et ensuite, je faisais du montage. Et donc, du coup... j'ai commencé comme ça, quoi. J'ai lancé le média comme ça. Avec cette dynamique digitale, je me suis dit, c'est pas grave, ça colle. Et comme je ne connaissais que les femmes caribéennes principalement, c'était les plus accessibles, en tout cas pour moi. Donc le média est devenu un média... Enfin, il est passé de Eva, femme afro, à Eva, ok, femme des Outre-mer. On va faire les Outre-mer. Tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que nos médias naissent en même temps, finalement. Exact. Et on est confronté à la même problématique. À aucun moment, nous, c'était pas préparé. On n'a aucune interview de prête. C'est ça. On voit les lives arriver, on se dit, vas-y, on est obligé de faire ça, puisque en vrai, on n'a même pas pris d'avance. Exactement. Et ça arrive. Moi, ce que je veux savoir, donc, là, tu as ce projet qui est très structuré dans ta tête. À quel moment tu te dis, je vais faire du papier? Sachant que notre génération, tu vois, tu le lances dans le digital. Pour nous, entre guillemets, ça pourrait paraître has-been de faire du format papier, mais qu'est-ce qui te donne cette envie? Alors, il y a deux choses. J'ai eu 2 moments clés. Le premier moment clé, c'était pendant le confinement. Quand j'étais en train d'envoyer mes emails, ma mère me dit « Mais pourquoi tu te limites? Envoie à Rihanna, envoie à tout le monde. » Je lui dis « Mais maman, reviens avec nous. On est en Guadeloupe, là, on revient. Reste là, ok ?» Et du coup, mais malgré tout, ce qu'elle me dit, ça fait un peu son chemin dans ma tête. Et j'envoie donc à Kofi, à Felicia Ross, des emails pour des interviews confinement. Et Felicia Ross me répond. Mais j'ai 300 followers. Je me dis, mais non, elle s'est trompée. C'est pas elle, c'est un faux compte, je sais pas. Et en fait, je me rends compte que non, c'est elle. Elle adore le projet. Elle me parle, elle commence à me dire, mais c'est génial, on a besoin de magazines comme ça pour les femmes de la Caraïbe et tout. Et je me dis, mais waouh, j'ai 300 followers. Ça fait 2 semaines que je fais des vidéos, de quoi elle me parle, mais je suis trop contente en fait. Et donc là, elle fait l'interview pour moi, que je relais du coup, que je suis vraiment contente, mais à ce moment-là, elle ouvre quelque chose en moi. Dans le sens où, voilà, elle était à New York, à ce moment-là, tu vois, elle a fait l'interview de chez elle à New York, et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, je peux voir plus grand. C'est possible. Je peux voir plus grand. Ça, c'est la première fois où j'ai commencé à penser le projet autrement, de manière un peu plus ambitieuse. Et la deuxième fois, c'est quand on sort du confinement et que je vais rencontrer un partenaire, mon premier partenaire, du coup. Bon, on peut citer ou pas? Oui, on peut. C'est BMW. Je me dis, je tente. Premier partenaire. Voilà. Je me dis, j'échange avec lui, mais pas pour le papier. On n'y est pas encore. Et je me dis, je commence à lui présenter mon projet, mais je sens qu'il attend quelque chose. Et je comprends pas, puisque moi, je lui parle d'un projet digital. Mais je sens qu'il lui manque quelque chose.
Et sur son bureau, je vois qu'il y a des Joho, il y a des C-Smart. Et là, je commence à me dire, OK, peut-être qu'encore une fois, il faut que je pousse le truc. Et ça a fait un déclic. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, j'ai commencé à réfléchir à ce format-là. Parce que je me suis rendu compte que malgré tout, aux Antilles, c'est un format qui était encore... incontournable. Qu'on le veuille ou pas, hein. On peut se dire ce qu'on veut, jeune, digital. Le papier, ça existe encore. Et je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Donc, et tu vois, aujourd'hui, pour moi, ça fait sens. C'était même logique. Moi, limite, le digital des vins, c'est arrivé après la version papier, ça. Tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est parce qu'on a un magazine papier qu'on a développé les réseaux. Alors qu'en fait, dans la genèse, c'est l'inverse. Et donc, du coup, tu te réinventes. Totalement. Tu décides de faire ce format papier. C'est ça. On est confronté à quelles difficultés quand on veut faire un magazine papier? Alors, on est confronté à beaucoup de difficultés, en fin de compte, puisque c'est un coût. Le papier a un coût énorme. Sachant que moi, je voulais absolument produire aux Antilles. Donc, participer directement à l'économie locale. Donc, c'était réellement... c'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile. Et ensuite, c'est le business model. C'est-à-dire, il faut vraiment choisir un modèle économique qui soit viable. Et c'est ce qui était difficile pour moi, parce que j'avais d'une part des gens qui me disaient « Mais toi, tu peux vendre un magazine, tu le mets à 5 €, 4 €, enfin comme les magazines Elle, Vogue, etc. » Et à côté de ça, je voyais que ce qui se faisait autour de moi, c'était des magazines qui étaient dans un modèle économique tout autre, c'est-à-dire des gratuits rémunérés par la publicité. Des annonceurs. Quoi. Voilà. Et donc, comme j'avais beaucoup de questions, j'ai décidé de me diriger vers des filles que je trouvais qui se débrouillaient pas mal dans ce secteur, plutôt très bien même, et qui étaient antillaises, enfin voilà, qui pouvaient donc faire face à des difficultés comme moi, à certaines choses. Donc j'ai décidé de contacter Jessica Brudet, qui est donc la fondatrice de Foodil. Je lui ai envoyé un message sur LinkedIn et je lui ai dit, écoute, j'aimerais, je fais ça. Et j'aimerais lancer un magazine en format papier. C'est quelque chose que vous faites très bien, brillamment, je trouve, pour en dire les choses. Donc, est-ce que tu aimerais méditer ou me donner des conseils, enfin me dire comment ça se passe? Et tout de suite, donc, avec sa collaboratrice, donc Mylène Colmar, elles m'ont contactée et elles m'ont dit, mais écoute, on suit déjà ton média sur le digital, on le trouve super, c'est top ce que tu fais. Et si tu veux faire du papier, tu as totalement ta place. Et elle me propose du coup de m'accompagner dans les premières étapes de la création de ce magazine. Donc tout ce qui est maquette, on va pas rentrer dans les détails puisque c'est assez technique. Exactement. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps en plus. Donc elle t'accompagne sur combien de magazines, elle? Elle m'accompagne sur 3 magazines. 3 magazines. Ouais. Donc une belle aventure qui dure combien de temps à peu près? 1 an. 1 an? Ouais, on part sur un contrat d'1 an, on va dire. Et au terme de ces 1 an? Au terme de ces 1 an. Donc, entre-temps, je travaille aussi avec Raïssa, ma collaboratrice, parce que ça demande énormément de compétences. Il y a beaucoup de métiers réunis dans un magazine. Est-ce qu'on peut les citer? Donc, il y a la rédaction. Il y a la rédaction, il y a le photographe, les modèles, la direction artistique, les mises en page, la rédaction en chef, c'est-à-dire qui pilote donc tout le conducteur. Tu as aussi l'imprimeur, les infographistes. Il y a pas mal de métiers. La distribution, la commercialisation aussi, puisque ce sont les annonceurs qui font vivre le magazine, donc faut le commercialiser. Et la maison d'édition. Alors, qu'est-ce qui motive un annonceur à finalement payer pour avoir sa page ou ses pages dans un magazine? Qu'est-ce qui les motive en général? La renommée du magazine? Ouais, je pense la renommée, l'esthétique, la cible aussi, puisque on est aujourd'hui le seul magazine féminin directement, en tout cas, adressé principalement aux femmes, aux Antilles. Donc, du coup, je pense que ça peut être une bonne vitrine pour une marque ou une entreprise qui a envie de s'adresser à cette cible. Donc, il y a ça aussi. C'est vraiment ça. Et puis après, les partenaires sont humains, hein, donc s'ils accrochent à la personnalité aussi du porteur de projet, ils peuvent avoir envie de soutenir, tout simplement. Ok. Et du coup, donc 3 magazines avec l'équipe Foodil. Exactement. Et là, encore une fois, tu pètes le plafond de verre
et tu crées ta propre maison d'édition. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? En fait, comme le contrat avec Foodie arrive au terme et que les filles avaient elles-mêmes leur projet de développement pour leurs activités, donc en fait, on savait qu'on n'allait pas le reconduire. Mais du coup, à ce moment-là, je me dis, mais bon, je suis toute seule, puisque entre-temps, ma collaboratrice aussi développe ses activités puisqu'elle vit aux États-Unis, etc. Donc je me retrouve un peu seule et je me dis, bon, j'arrête ou qu'est-ce que je fais? T'as pensé à un moment arrêter? Ah oui, à ce moment-là, je me dis, je vois pas comment je peux faire ça seule. Et c'est à ce moment que j'ai des amis, de la famille, même des abonnés sur les réseaux sociaux qui me boostent en fait, avec des messages extraordinaires, des retours sur le magazine, le contenu, tout. Et je me dis, en fait, j'ai qu'à le faire moi-même en fait. J'ai qu'à l'éditer, tout simplement. Je vais être en auto-édition. Sauf que je me suis dit, mais au lieu d'être en auto-édition, j'ai qu'à créer une maison d'édition. Comme ça, s'il y a des gens qui ont des projets comme moi, peut-être que je pourrais aussi les leur aider. Apporter ton expertise. Faire ce que les filles ont pu faire avec moi, les aider, les accompagner dans ces projets-là, quoi. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que va naître la maison d'édition. Voilà. Et du coup, ton premier magazine. Voilà. On parle de quelques mois, là, le dernier, qui a vraiment... Oui. Il est sorti en février. Alors non, donc, là, c'est celui de Karata, mais avant, tu as sorti le tien? Oui. Le 4e? Ouais, le 4e, donc mon préféré, puisque c'est celui que j'ai fait vraiment en étant toute seule, pour le coup. Mm-hmm. Et même si j'ai eu quand même la chance que Raïssa fasse la DA, la direction artistique sur le shooting, parce que c'est super, c'est magnifique. Mais je suis vraiment contente parce que c'était pour moi le magazine de tous les défis. C'était soit j'arrête, ou soit j'arrive vraiment à trouver une façon de me structurer pour pouvoir continuer ce projet avec une nouvelle façon de faire, quoi. Et du coup, comment il te voit? Surtout ta maman, comment ta maman te voit? Puisque finalement, Bénédicte se gère. Ouais, tu vis de tes activités. Ouais. Aujourd'hui, oui, je peux vite dire que je vis de mes activités, ouais. C'est quoi sa vision vis-à-vis de ton métier, finalement? Récemment, mon père m'a dit qu'il était très fier, avec des émotions, d'ailleurs. Donc, j'étais vraiment touchée. Et je l'ai vraiment ressenti, surtout quand on a sorti le magazine Karata. Puisqu'aujourd'hui, moi... Oui, vas-y. Qui est sorti il y a un mois déjà? Ouais, un mois. Et il a été écroulé en 72 heures. Donc, Karata, c'est un peu t'as participé à la consécration de... comment dire? Je sais pas si on peut appeler ça un média. Ouais, pour moi, c'est un média ouais. Dédié à la culture carnavalesque, principalement, mais enfin la culture masse, puisque c'est que les groupes à peau. Et en fait, pour moi, ça faisait sens qu'un média qui prône la culture guadeloupéenne, le patrimoine guadeloupéen, et puis qui s'est fait un nom, en fait, est son magazine. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le papier, c'est une bonne façon de laisser une trace sur le long terme. Donc, je lui ai dit, j'ai parlé donc au fondateur, Yannick Maillard, et je lui ai dit, il faut que tu sois sur différents supports. Parce que tu fais quelque chose de brillant. Donc, il faut pouvoir permettre à la personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux d'accéder à ce contenu qui est vraiment valorisant pour notre culture. Et donc, tu l'as accompagné pour éditer son premier magazine. C'est ça. Félicitations. Merci. Nous, on était là, je sais pas comment on appelle, inauguration. L'événement de lancement. L'événement de lancement qui s'est super bien passé. On a vu 2 épisodes. Bon, après, moi, je les ai tous regardés. Donc, vraiment, encore félicitations. C'était top. Merci. Et pour moi, ça représente, enfin, vous représentez, et je me mets même dedans, cette jeunesse qui font bouger les choses. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que je m'en rends pas compte, puisque, comme je dis tout le temps, j'ai tellement la tête dans le guidon. Mes journées, c'est 6h, minuit. Enfin, j'arrête pas. Donc, c'est vrai que je vois les retours des gens quand ils prennent le magazine. Je vois les expressions de visage. Je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, je me rends pas compte que je fais ça, quoi. Mm-hmm. Tu vois. Et alors, il me reste 2 petites questions avant qu'on termine. Mm-hmm. Mais avant, je voulais savoir comment donc ça va être le 2e événement pour la Journée de la Femme. Ouais. Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu prépares? Sachant que, de toute façon, le podcast sortira après. Donc, s'il y a des exclus, tu peux nous les annoncer. Ok. Alors, en fait, le thème, cette année, c'est l'art au féminin.
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en discutant avec certaines artistes qu'elles n'étaient pas toujours considérées comme des entrepreneuses, alors que c'est le cas. Ce sont des femmes qui, en plus d'être artistes, doivent aussi gérer cette facette d'entrepreneuse. Et c'est très compliqué parce que quand tu as ton art, tu as envie de te concentrer dessus et ensuite on vient te dire qu'il faut faire ta compta, etc. Elles n'ont pas forcément toujours les accompagnements qu'il faut parce qu'elles ne sont pas forcément considérées comme des entrepreneuses. Et je me suis dit, mais il faut valoriser aussi ce secteur d'activité, en parler, parce qu'on a trop le schéma de l'entrepreneuse classique, si je puis dire, c'est-à-dire celle qui va créer quelque chose dans le secteur tertiaire, secondaire, etc. Alors qu'en fait, les artistes, ce sont réellement des chefs d'entreprise aussi. Ils doivent gérer leur carrière artistique et en plus, tout ce que l'entrepreneuriat demande, quoi. C'est très bien de le souligner. Et donc, on a des surprises artistiques, du coup. Et show, un petit concert, mini-concert. Oui, on aura des petites... Elle veut pas lâcher. Hein. Non. T'inquiète, tout le monde qui est dans cette salle. Non, en fait, moi, j'avais plein d'idées. J'avais envie de faire participer beaucoup de personnes. Mais pour tout vous dire, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, même moi, je ne suis pas sûre exactement. Voilà. Parce qu'il y a des aléas. Par exemple, il y a une des participantes, un de ses proches est tombé malade récemment. Donc, elle n'a peut-être pas trop la tête à l'événement. Ouais. Donc voilà, ça reste du on verra. Mais en tout cas, il y a un beau programme. Bon, dans tous les cas, on suivra ça avec attention et puis on verra bien. Mes 2 dernières questions qui vont fermer finalement tous les podcasts. Là, le premier, c'est quel conseil que toi, tu aurais aimé recevoir il y a quelques années, au moment de te lancer ou à ce fameux moment où tu as eu le down? Le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est... Alors, il y en a 2. C'est vraiment fais-toi confiance. Donc, je sais que c'est hyper bateau comme expression, mais c'est tellement réel. Parce que moi, je sais que j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'années à ne pas passer à l'action parce que je me faisais pas confiance, en fait. J'avais pas confiance en moi, donc je doutais à chaque fois. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... On se pose beaucoup de questions, alors qu'en fait, il faut juste faire et voir. Aussi simple que ça. Mais voilà. Ça, c'est le premier? Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est mets beaucoup d'argent de côté, le maximum. Le maximum. Tout ce que tu peux mettre de côté, mets de côté. Même si c'est 2 €, 20 €, mis ensemble, ça fera de l'argent. Et c'est vraiment quelque chose que je partage avec tous les jeunes qui m'entourent. Dès qu'ils ont 17, 18, 20, mettez de l'argent de côté. C'est marrant quand tu dises faites-vous confiance parce que quand tu regardes ton logo sur ton mur de Net-à-Porter, pour moi, tu as confiance. Parce que tu doutes pas. Tu aurais pu rentrer, mais tu regardes ça encore et finalement, tu vas le décrocher. Oui. Pour moi, tu avais déjà cette confiance en toi. Et c'est ce qui t'a tenu finalement. C'est vrai. C'est vrai. Après, tu vois, même ça, je pense que j'étais pas réellement consciente de mon niveau de confiance en moi, en fin de compte. Donc, ça m'a aidée, mais en même temps, parfois, ça m'a beaucoup freinée. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas osé faire avant, alors que j'aurais pu oser plus, en fait. Mais c'est pas grave. Comme on dit, rien n'arrive sans raison, et je suis exactement là où je devais être. Et la dernière question, c'est quoi la réussite pour toi? La réussite, pour moi, c'est à partir du moment où on se sent bien avec soi-même, on se sent bien, où on a vraiment ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Je peux pas... En fait, c'est tellement personnel que ma réussite, ma définition de la réussite ne sera pas la même pour toi, par exemple. Tu vois? Donc, l'idéal, c'est vraiment le moment où, dans ta vie, tu te dis « Ouais, là, je me sens bien ». Pour moi, c'est ça. T'as réussi. Tu te sens bien? Ça pourrait aller mieux encore. Mais je suis dans une bonne direction pour me sentir bien, ouais. Bénédicte, merci beaucoup. Merci à toi, Guéric. Et puis, je te souhaite encore beaucoup de réussite et de bons moments pour la suite. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Merci.